Naofumi était un loser puceau, moche et pathétique, qui passait sa vie à tripoter son machin devant des animes. Il n'avait ni amis, ni famille, et même ses parents s'en foutaient. Un jour, il décida d'aller à la bibliothèque, histoire de s'occuper. En lisant des fanfics à la bibliothèque, il tomba sur un étrange livre parlant de héros. En le feuilletant, le livre se mit à briller, et avant qu'il ne puisse réagir, il fut isekai'd, dans un autre monde, transporté d'un coup. Quand Naofumi arriva, il vit 3 autres types. Ren, un mec sérieux avec une épée, Motoyasu, un type flamboyant avec une lance, et Itsuki, un archer qui avait l'air complètement perdu. Un groupe de mages expliqua qu'ils les avaient invoqués pour devenir les héros cardinaux et sauver le monde des vagues, des hordes de monstres qui détruiraient tout si on ne les arrêtait pas. Chacun d'eux reçut une arme légendaire, épée, lance, arc et bouclier. Naofumi réalisa vite qu'il avait hérité de l'arme la plus minable, comme sa vie. Le bouclier était purement défensif, le rendant apparemment inutile. Alors que les autres héros étaient entourés de guerriers désireux de rejoindre leurs équipes, personne ne voulait s'allier à Naofumi. Se sentant désespéré, il fut soulagé quand une superbe femme rousse nommée Mine lui proposa de rejoindre son groupe. Vu que Naofumi était le laissé pour compte, le roi lui donna de l'or supplémentaire, pour l'aider dans son voyage. Et c'est ainsi qu'ils partirent à l'aventure. Au début, tout allait bien. Naofumi et Mine commencèrent à combattre des slims dans les champs. Il améliora son bouclier en absorbant les restes des monstres qu'ils avaient vaincus. Après une journée de labeur acharné, Mine emmena Naofumi chez le forgeron. Il essaya de manier une épée, mais son bouclier l'empêchait d'utiliser toute autre arme. Mine le convainquit d'acheter une armure bon marché pour lui, puisque son bouclier le protégerait, tandis qu'elle choisissait l'équipement le plus cher du magasin. Elle promit de le rembourser plus tard, mais Naofumi était déjà méfiant. Le soir même, Mine insista pour que Naofumi l'invite à un dîner chic. Elle l'encouragea même à boire du jus de raisin avec elle et à passer la nuit ensemble. Mais Naofumi, étant puceau, était incapable de réfléchir correctement, gâcha le moment, s'excusant car il n'y avait qu'un seul lit dans sa chambre. Il alla se coucher, cachant ses dernières pièces sous son bouclier, optimiste pour les jours à venir. Le lendemain matin, Naofumi se réveilla face à un désastre. Tout son équipement avait disparu et Mine s'était évanoui. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, des gardes firent irruption, l'arrêtèrent et le traînèrent devant le roi. Mine était là, agrippée à Motoyasu et pleurant, affirmant que Naofumi avait essayé de déjouer son plan, mais qu'elle s'était échappée auprès de Motoyasu. Choqué, Naofumi nia tout, mais personne ne le crut. Pour comble de malheur, Motoyasu portait l'armure volée de Naofumi. Mine affirma qu'elle la lui avait offerte en cadeau. Naofumi, furieux et humilié, implora le roi de le renvoyer dans son monde, mais le roi refusa. Apparemment, de nouveaux héros ne pouvaient être invoqués que si les 4 héros actuels étaient morts. Naofumi était coincé. Réalisant que tout le monde était contre lui, Naofumi sortit en trombe, jurant qu'il combattrait les vagues seul. Avant de partir, il lança ses dernières pièces à Mine avec dégoût et repoussa Motoyasu quand il essaya de l'arrêter, le traitant de trop faible pour perdre son temps. En partant, Naofumi perdit tout espoir, toute confiance, et ne devait plus jamais croire personne. À partir de ce moment, la vie devint encore plus dure. Les habitants traitaient Naofumi comme un déchet, chuchotant dans son dos et l'évitant. Même le forgeron, qui avait été gentil avec lui auparavant, faillit le mettre à la porte. Mais après avoir vu la détermination dans les yeux de Naofumi, le forgeron s'adoucit et lui donna une cape bon marché, le laissant payer plus tard. Sans argent et sans alliés, Naofumi retourna dans les champs pour gagner des niveaux. Il frappa des slimes à main nue, ramassant lentement leurs restes pour monter de niveau. Un jour, il trouva des herbes rares et découvrit que son bouclier pouvait les absorber, débloquant un nouveau bouclier de feuilles. Ce bouclier améliorait les herbes, permettant à Naofumi de les vendre à un pharmacien à un prix correct. Mais l'argent ne résolvait pas tous ses problèmes. Une nuit, 3 voyous le coincèrent dans une ruelle, exigeant ses pièces. Naofumi utilisa son bouclier pour bloquer leurs attaques et lança un slim sur l'un d'eux, les effrayant. Même s'il réussit à s'échapper, Naofumi se sentait inutile. Sans moyen d'attaquer, il ne pouvait pas devenir plus fort, et ça l'énervait. En errant, Naofumi rencontra un marchand d'esclaves louche qui prétendait pouvoir résoudre son problème. Le marchand expliqua que les esclaves étaient pliés par des malédictions magiques, garantissant qu'ils ne pouvaient pas trahir leur maître. Parmi les esclaves, Naofumi remarqua une fillette demi-humaine maladive. Elle avait l'air faible et effrayée, mais quelque chose en elle attira son attention. Le marchand la proposa à bas prix, affirmant qu'elle ne vivrait pas longtemps de toute façon. Naofumi l'acheta pour 30 pièces d'argent et fit officiellement d'elle son esclave. La fillette s'appelait Raftalia. Elle était terrifiée par tout et à peine capable de parler. Naofumi la força à combattre des slims malgré sa peur. Au début, elle ne pouvait pas en toucher un. Mais après beaucoup de cris et d'encouragement, elle réussit finalement à en tuer un. Bien que faible, elle commença à gagner de l'expérience, et Naofumi lui dit qu'elle deviendrait son épée pendant qu'il la protégerait avec son bouclier. Plus tard, Naofumi emmena Raftalia manger. Il commanda la nourriture la moins chère pour lui-même et lui prit quelque chose de meilleur, remarquant comment ses yeux s'illuminaient quand elle le vit. Les larmes lui montèrent aux yeux pendant qu'elle mangeait, submergée par la gentillesse. Naofumi, cependant, réalisa qu'il ne pouvait toujours rien goûter, un rappel de combien il était devenu amer et insensible. Tandis qu'il continuait à s'entraîner, Raftalia s'ouvrit sur son passé. Elle révéla que ses parents avaient été tués pendant une vague, la laissant traumatisée et pleine de cauchemars. Une nuit, elle se réveilla en criant après ses parents,
et Naofumi la serra contre lui, essayant de la calmer. Il promit de la protéger et de l'aider à devenir plus forte pour qu'elle ne se sente plus jamais impuissante. Le lendemain, Naofumi rencontra à nouveau le pharmacien, qui lui suggéra de vendre des médicaments plutôt que des herbes brutes pour faire plus de profit. Naofumi emprunta des outils et commença à fabriquer des médicaments de meilleure qualité. Plus tard, il remarqua Raphtalia, remuant la queue, en regardant des enfants jouer avec un ballon. Faisant semblant de ne pas être intéressée, elle détourna le regard, mais Naofumi vit clair dans son jeu et lui en acheta un quand même. Alors que la nuit tombait, Naofumi essaya de louer une chambre dans une auberge, mais le marchand refusa, le traitant de déchet sans valeur. Frustré, Naofumi le menaça, disant que son visage pourrait être encore plus abîmé s'il ne coopérait pas. Alors le marchand accepta. Au fil du temps, Naofumi continua d'aider Raphtalia. Il lui donna des médicaments tous les jours et vendit tout ce qu'il pouvait trouver pour gagner de l'argent. Lentement, ils commencèrent à s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour devenir plus forts. Un jour, ils tombèrent sur un lapin. Naofumi dit à Raphtalia de le tuer, mais elle se figea, disant qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. La malédiction sur elle s'activa, et Naofumi lui dit que si elle ne pouvait pas se battre, il ne pourrait pas la protéger éternellement. Il lui rappela que les vagues détruiraient le monde, à moins qu'il ne devienne plus fort. En entendant cela, Raphtalia retrouva son courage, courut vers le lapin, et le vainquit d'un seul coup rapide. Elle promit à Naofumi qu'elle ne serait plus faible, et qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour rester à ses côtés. Cette nuit-là, ils retournèrent au magasin d'armes. Naofumi décida qu'il était temps d'obtenir une meilleure arme pour Raphtalia, afin qu'elle puisse affronter des ennemis plus coriaces. Le forgeron leur montra une courte épée en fer, disant qu'elle lui irait parfaitement. Naofumi l'acheta, même s'il était presque à court d'argent, à nouveau. Se sentant désolé pour la situation de Naofumi, le forgeron lui parla d'un village voisin où il pourrait gagner de l'argent rapidement. Lorsqu'ils atteignirent le village, Naofumi vendit quelques peaux de lapin à un marchand. Il demanda s'il y avait un endroit à proximité où trouver des matériaux précieux. Le marchand lui parla d'une mine de charbon où il pourrait collecter des minerais à vendre. Naofumi décida d'aller y jeter un coup d'œil. À l'intérieur de la grotte, Naofumi remarqua que son bouclier avait de nouvelles capacités. L'une d'elles le transforma en bouclier de corde, qu'il testa en lançant un bouclier de frappe aérienne. Bien qu'il ait trouvé ça impressionnant, il fit comme si ce n'était pas grand-chose quand Raphtalia le vit. Tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la grotte, Raphtalia demanda comment elle devrait l'appeler. Naofumi lui dit qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait. Pendant que Naofumi minait des cristaux, un monstre à 2 têtes apparut de nulle part. Raphtalia se figea, incapable de bouger. Le monstre lui rappela la bête à 3 têtes qui avait tué ses parents, et le souvenir la terrifia. Le monstre chargea vers elle, mais Naofumi l'attrapa et la tira en sécurité, plongeant dans l'eau pour s'échapper. Plus tard, alors qu'il sortait de la grotte, Raphtalia admit que le monstre ressemblait exactement à celui qui avait détruit sa famille. Naofumi réalisa que c'était pour ça qu'elle pleurait dans son sommeil toutes les nuits. Le monstre les retrouva. Naofumi vit que c'était une créature de niveau 15, bien plus forte que tout ce qu'ils avaient combattu auparavant. Il dit à Raphtalia que c'était sa chance de se venger de ses parents. Naofumi utilisa son bouclier pour bloquer une tête, mais l'autre lui mordit l'épaule. Blessé et fatigué, Naofumi implora Raphtalia de se battre, mais elle était toujours figée par la peur. Naofumi lui dit de s'enfuir et de se sauver, disant qu'elle serait enfin libre s'il disparaissait. Raphtalia se souvint comment ses parents s'étaient rendus sacrifiés pour elle et comment Naofumi l'avait protégée depuis le début. Elle trouva son courage, courut vers le monstre et poignarda l'une de ses têtes. Le monstre la jeta de côté, mais Naofumi la protégea avec son bouclier. Elle se releva et poignarda le monstre à travers son cœur, le tuant. Leurs points d'expérience augmentèrent, et Raphtalia serra Naofumi dans ses bras, pleurant et l'appelant par son nom pour la première fois. Au cours des semaines suivantes, Naofumi et Raphtalia continuèrent à s'entraîner et à débloquer de nouvelles capacités pour son bouclier. Alors que les vagues se rapprochaient, Naofumi décida qu'ils avaient besoin d'un meilleur équipement. Lorsqu'ils retournèrent au magasin d'armes, le forgeron fut choqué de voir à quel point Raphtalia avait grandi, passant d'un sale gosse à une bombe. Elle ressemblait maintenant à une jeune femme, mais Naofumi la voyait toujours comme la même gamine débraillée. Il était ennuyé de voir comment les gens du village la regardaient. Raphtalia dit au forgeron qu'ils avaient besoin d'une nouvelle armure pour Naofumi, car il avait été blessé en combattant le monstre. Le forgeron accepta de lui fabriquer une armure sur mesure. Plus tard, dans un restaurant, Naofumi essaya de commander un menu enfant pour Raphtalia. Mais elle lui dit avec colère qu'elle était adulte maintenant et qu'elle voulait de la vraie nourriture. Pendant ce temps, les habitants du village se rassemblaient. Le lendemain, effrayés, ils récupérèrent le forgeron expliqua que le sablier du dragon dans la ville pouvait afficher le compte à rebours jusqu'à la vague et les téléporter sur le champ de bataille. Au sablier, le bouclier de Naofumi réagit, montrant que la vague arriverait bientôt. Les autres héros se montrèrent, et Motoyasu se moqua de Naofumi, le traitant d'inutile. Naofumi l'ignora jusqu'à ce qu'il voie Motoyasu flirter avec Raphtalia. En colère, il l'avertit de rester loin de Motoyasu, le traitant de pervers. Bien qu'il fût tenté de le frapper, Naofumi s'éloigna pour se concentrer sur la bataille. Plus tard, Raphtalia posa des questions sur les autres héros, mais Naofumi resta silencieux, laissant Raphtalia anxieuse. Le lendemain, alors que tous les guerriers se rassemblaient en préparation de l'arrivée des vagues, Raphtalia se tourna vers Naofumi. Elle lui dit qu'elle était fière de se battre à ses côtés, l'appelant son feu et sa force. Elle promit d'être toujours son fourreau, le protégeant chaque fois qu'il aurait besoin de se reposer, et jura de rester à ses côtés pour toujours. Alors que les derniers grains de sable tombaient dans le sablier, le ciel devint rouge.
Les héros disparurent dans la forêt, et au-dessus d'eux, la vague de catastrophes apparut. Des monstres extraterrestres commencèrent à envahir le pays. Raftalia souligna que les monstres se dirigeaient vers le village qu'ils avaient visité il y a quelques semaines. Réalisant que personne d'autre ne pouvait sauver les habitants là-bas, Naofumi sprinta vers le village avec Raftalia juste derrière. Au moment où ils arrivèrent, les zombies avaient donc déjà commencé leur attaque. Naofumi sauva un homme qui était sur le point d'être tué, et Raftalia tua rapidement le zombie attaquant. Sans perdre de temps, Naofumi dit à Raftalia d'évacuer les villageois pendant qu'il distrayait les monstres. Naofumi courut vers les zombies, donnant un coup de poing à l'un d'eux, mais son coup ne fit presque aucun dégât. Frustré mais déterminé, il utilisa son bouclier de frappe aérienne pour sauver un autre villageois, et le suivit avec une prison de bouclier pour bloquer plus de zombies. Alors que les monstres commençaient à le chasser, Naofumi glissa sous une poutre en feu, réapparaissant avec du feu dans les yeux. Il essaya d'attirer l'attention des monstres en agitant les flammes autour de lui. En courant, il commença à douter de lui-même, pensant qu'il était inutile d'essayer de protéger un monde qui ne se souciait pas de lui. Lorsque le nombre de monstres devint écrasant, Naofumi eut une idée. Il les conduisit vers une tour abandonnée. Utilisant son bouclier de frappe aérienne, il sauta par-dessus un zombie et commença à escalader la structure. Au sommet, il sonna fort la cloche, attirant tous les monstres vers lui. Tandis qu'il grimpait à la tour, Naofumi versa du carburant sur ses côtés et y mit le feu. Il sauta de la tour en flammes, s'écrasant dans une maison voisine. Il gémit de douleur alors qu'il regardait en arrière pour voir toute la tour engloutie par les flammes, s'effondrant et écrasant les zombies en dessous. À ce moment-là, certains des villageois revinrent pour soutenir Naofumi. L'un d'eux dit que la bravoure de Naofumi les avait inspirés à se battre pour leur foyer. Juste à ce moment-là, un zombie géant apparut et se jeta sur les villageois. Naofumi réussit à bloquer son attaque juste à temps. Alors que le zombie tournait son attention vers les autres villageois, Naofumi se jeta sur son chemin, criant à tout le monde de courir, car il ne pouvait pas gérer un monstre comme celui-ci. À ce moment crucial, Raftalia arriva. Ensemble avec Naofumi, ils attaquèrent le zombie géant. Raftalia porta un coup puissant qui l'affaiblit, permettant à Naofumi de bloquer sa contre-attaque avec son bouclier. Travaillant ensemble, ils finirent par le vaincre. Alors que le monstre tombait, des fusées éclairantes illuminèrent le ciel, signalant la fin de la vague. Soudain, des morceaux du feu de la fusée éclairante commencèrent à tomber vers le village, menaçant de tout brûler. Réalisant le danger, Naofumi attrapa Raftalia et les protégea tous les deux des flammes qui tombaient. Lorsque les chevaliers arrivèrent, ils furent heureux de voir que les monstres avaient été éliminés, mais ne reconnurent pas leurs efforts. Alors que Raftalia confrontait les chevaliers, elle exigea avec colère de savoir pourquoi ils ne soutenaient pas Naofumi et les menaça même lorsqu'ils la renvoyèrent. Avant que la dispute ne puisse s'aggraver, plus de zombies apparurent. Naofumi sauva rapidement l'un des chevaliers d'être tué, et Raftalia se précipita vers les zombies, tranchant la tête de l'un d'eux. Suivant l'ordre de Naofumi, elle continua à abattre les zombies restants, frappant habilement et sautant dans les airs pour tuer un géant. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, les autres héros menaient leur propre bataille. Motoyasu déchaîna une lance de foudre pour vaincre un lion monstre. Confiant et ignorant le chaos auquel Naofumi avait été confronté, il pensa que la vague était un défi facile. De retour dans le village, le danger était enfin terminé. Le ciel s'éclaircit, et les villageois restants se rassemblèrent pour remercier Naofumi d'avoir sauvé leur vie et leur foyer. Certains l'appelèrent un héros, mais Naofumi, toujours amer à cause de la façon dont il avait été traité, leur dit de le laisser tranquille. Après que les villageois soient là et partis, Raftalia devint émotive. Elle pensa à comment ils avaient sauvé le village, et souhaita que quelqu'un ait été là pour sauver ses parents de la même manière. Submergée de tristesse, elle se mit à pleurer. Naofumi s'assit à côté d'elle, la réconfortant doucement. Cette nuit-là, le château était rempli d'acclamations et de célébrations. Tout le monde était heureux après la victoire sur la vague. Il y avait de la nourriture, de la musique et des rires, mais Naofumi s'assit seul dans le coin, en colère et mal à l'aise. Il ne voulait pas être là, mais vint seulement parce que le roi promit de récompenser les héros avec de l'argent. Raftalia s'approcha de lui avec de la nourriture, essayant de le faire manger, mais Naofumi refusa. Il lui dit qu'il préférait boire son propre vomi plutôt que de manger la nourriture du château Motoyasu, remarqua Raftalia et essaya de s'approcher d'elle, mais Mine l'arrêta et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il regarda Naofumi avec jalousie, clairement contrarié qu'un tel arrogant vive à ses côtés. Naofumi resta assis tranquillement, ignorant tout le monde, quand il sentit quelque chose de son bouclier. Une nouvelle capacité s'était activée, lui permettant de se téléporter à l'endroit de la vague. Avant qu'il ne puisse comprendre, Raftalia revint avec un morceau de gâteau et insista pour qu'il l'essaie. Naofumi ne voulait pas discuter, alors il prit une bouchée. Motoyasu vit cela et se mit en colère. Il jeta son gant à Naofumi, le défiant en duel. Mine aggrava les choses, affirmant bruyamment que Raftalia était l'esclave de Naofumi, et qu'il la forçait à développer une intrigue avec lui. Motoyasu dit qu'il la libérerait du contrat d'esclavage. Secrètement, il voulait qu'elle quitte Naofumi et le rejoigne. Naofumi ignora le défi, disant que posséder un esclave était légal, et essaya de partir. Mais un chevalier intervint et le bloqua. Le roi ordonna à Naofumi de se battre. Raftalia essaya d'expliquer qu'elle restait avec Naofumi parce qu'elle le voulait, mais les chevaliers la firent taire. Le roi accusa Naofumi de lui avoir lavé le cerveau. Naofumi réalisa rapidement que tout cela était un piège, pour l'humilier devant tout le monde. N'ayant pas le choix, il accepta le duel. Cette nuit-là, Naofumi essaya de se préparer. Il prit une épée, mais le système le choqua.
l'avertissant qu'il ne pouvait utiliser que des capacités liées à la colère. Se sentant impuissant, Naofumi décida de s'appuyer sur son bouclier et de trouver un plan intelligent pour gagner. Le lendemain, l'arène était remplie de gens désireux de regarder le duel. Motoyasu se tenait avec confiance, se moquant de Naofumi et le traitant de faible. Naofumi l'ignora et se concentra. Alors que le combat commençait, Naofumi chargea vers Motoyasu, le percutant avec son bouclier. Mais la lance de Motoyasu bloqua tous les coups, et il ne fut pas du tout blessé. Motoyasu rit, disant que Naofumi n'avait aucune chance. Furieux, Motoyasu utilisa sa lance du chaos et réussit à couper le bras de Naofumi. Même s'il était blessé, Naofumi n'abandonna pas. Il frappa Motoyasu à l'estomac, révélant que des ballons le mordaient. Naofumi les avait secrètement attachés au corps de Motoyasu pour les utiliser comme arme. Motoyasu se mit encore plus en colère et essaya de terminer le combat avec une attaque puissante. Naofumi la bloqua avec son bouclier de frappe aérienne et l'enferma à l'intérieur d'une prison de boucliers. Pendant que Motoyasu luttait, la foule hua Naofumi, le traitant de lâche pour ne pas se battre équitablement. Naofumi relâcha Motoyasu et lui dit de se rendre. Motoyasu refusa, alors Naofumi menaça de ruiner son visage si gravement que personne ne le reconnaîtrait. Avant que Naofumi ne puisse agir, une rafale de vent le repoussa. Min avait utilisé la magie pour interférer, trichant pour aider Motoyasu. Profitant de cela, Motoyasu utilisa une lance de foudre, perçant le bouclier de Naofumi et le faisant tomber. Se déclarant vainqueur, Motoyasu s'éloigna, souriant, alors que la foule l'applaudissait. Naofumi, toujours au sol, accusa Min de tricherie. La foule resta silencieuse. Le roi félicita Motoyasu, ignorant la plainte de Naofumi. À ce moment-là, Naofumi réalisa que Min était la princesse. Le duel, les accusations et tout le reste faisaient partie d'un plan pour le détruire. Le roi voulait que Min épouse Motoyasu et voyait Naofumi comme une menace. Le ministre annonça que l'écusson d'esclave de Raphtalia serait retiré, une potion fut versée dessus, la faisant disparaître et brisant son contrat avec Naofumi. Min essaya d'éloigner Raphtalia, mais Raphtalia résista. Naofumi était furieux. Il jeta son bouclier avec colère, mais il réapparut sur son bras. Sa rage déclencha une capacité de malédiction dans son bouclier. Raphtalia se libéra de Min et s'approcha de Motoyasu. Elle le gifla et lui dit de rester en dehors de sa vie. Elle dit que Naofumi l'avait toujours bien traité et n'avait utilisé la malédiction que pour l'aider à surmonter sa peur. Min, furieuse, essaya de frapper Raphtalia, mais Ren et Itsuki arrivèrent et l'arrêtèrent. Ren accusa Min de tricherie, disant que personne ne parlait parce qu'ils avaient peur du roi. Raphtalia se tourna vers Naofumi et lui dit qu'elle voulait toujours rester avec lui, même sans le contrat d'esclavage. Naofumi, en colère et blessée, la repoussa et lui dit de partir. Raphtalia refusa, disant qu'elle croyait en lui et qu'elle resterait toujours à ses côtés. Naofumi cria qu'il n'avait besoin de personne et essaya d'arracher son bouclier. Raphtalia l'arrêta, disant que le bouclier n'était pas une malédiction mais un cadeau qui avait sauvé de nombreuses vies, y compris la sienne. Naofumi fit valoir qu'il n'était pas un héros et n'avait jamais voulu sauver personne, mais Raphtalia vit clair dans son jeu. Elle lui dit qu'il avait bon cœur, même s'il faisait semblant de ne pas s'en soucier. Raphtalia promit d'être son épée et de le suivre quoi qu'il arrive. Ces paroles adoucirent la colère de Naofumi. Il réalisa à quel point elle avait grandi, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Elle n'était pas la petite fille effrayée dont il se souvenait, mais une jeune femme forte et déterminée. Raphtalia promit de rester avec lui pour toujours, et ils s'embrassèrent. Pour la première fois, Naofumi sentit que quelqu'un se souciait vraiment de lui. Le lendemain, Raphtalia apporta de la nourriture du château à Naofumi. Pendant qu'il mangeait, il réalisa qu'il pouvait à nouveau goûter la nourriture pour la première fois depuis des lustres. Curieux, il demanda comment elle avait grandi si vite. Raphtalia expliqua que les demi-humains comme elle grandissent et mûrissent rapidement en montant de niveau, ce qui faisait que les gens les voyaient comme étranges. Naofumi écouta tranquillement, se sentant enfin un peu d'espoir. Le roi annonça des récompenses pour les efforts du héros après la vague. Motoyasu reçut 4000 pièces d'argent, tandis qu'Itsuki et Ren reçurent chacun plus de 3000 pièces d'argent. Quand ce fut le tour de Naofumi, le roi l'insulta et ne lui offrit que 500 pièces d'argent, disant qu'il ne méritait pas plus parce qu'il avait perdu le duel contre Motoyasu. Itsuki défendit Naofumi, disant que le duel n'était pas équitable puisque Minin était intervenu. Minin essaya de le nier, mais Itsuki la dénonça comme une tricheuse. Ren soutint également Naofumi, soulignant qu'il avait sauvé le village voisin pendant la vague et méritait une reconnaissance pour cela. À contre-cœur, le roi accepta de donner à Naofumi la petite récompense, mais lui ordonna de partir, l'insultant davantage. Naofumi, furieux, voulut discuter, mais s'arrêta quand Raphtalia lui dit qu'il n'avait pas besoin de rester dans un endroit aussi hostile. Elle dit qu'il devrait partir et se concentrer sur l'avenir. Naofumi accepta et quitta le château avec elle. Après être partis, ils allèrent voir le marchand d'esclaves. Raphtalia demanda à renouveler son contrat d'esclavage avec Naofumi pour s'assurer qu'elle pourrait rester à ses côtés. Une fois le contrat terminé, Naofumi débloqua une nouvelle capacité appelée le bouclier d'utilisateur d'esclaves. Pendant qu'ils étaient au magasin, Naofumi remarqua des œufs de monstres à vendre. Le marchand expliqua que ces œufs pouvaient éclore en créatures utiles pour la viande ou à d'autres fins. Pensant que cela pourrait être utile, Naofumi décida d'en acheter un. Plus tard, ils visitèrent un magasin de médicaments. Le propriétaire, reconnaissant pour les efforts de Naofumi pour sauver le village voisin, lui donna un livre de recettes d'herbes en cadeau. Ils aussi, arrêtés à une boutique de magie, le propriétaire leur a donné un grimoire et a expliqué qu'il pouvait enseigner de puissants sorts, si Naofumi pouvait apprendre sa langue.
Raftalia a suggéré qu'ils étudient ensemble la langue, vu qu'ils avaient du temps avant la prochaine vague. Naofumi a accepté, reconnaissant la valeur de l'apprentissage. Quelques jours plus tard, l'œuf a éclos en un petit oiseau qui s'est immédiatement lié à Naofumi, le traitant comme son parent. Naofumi l'a nommé Philo. Au cours de la semaine, Philo a grandi rapidement grâce à la compétence de Naofumi, boost de croissance. Elle est devenue une compagne loyale, restant toujours proche de lui et de Raftalia. En voyageant vers un village voisin, ils ont découvert des problèmes. Motoyasu avait été nommé seigneur du village, Emin a annoncé que de nouvelles taxes seraient appliquées, les villageois devraient payer pour entrer ou sortir du village. Cela a bouleversé les habitants qui ont dit qu'ils pouvaient à peine se permettre de la nourriture. Naofumi a confronté Min, qualifiant les taxes d'injustes. Les villageois l'ont soutenu, ce qui a mis Min en colère. En représailles, elle a défié Naofumi à une course, disant que le gagnant prendrait le contrôle du village. Le jour de la course, Motoyasu s'est vanté de sa puissante monture de dragon. Philo, agacé par son arrogance, l'a envoyé dans une meule de foin, l'humiliant avant le début de la course. Lorsque la course a commencé, Philo a rapidement pris la tête, laissant Motoyasu derrière. Cependant, des soldats de mine ont triché, lançant des sorts pour créer des pièges, comme des trous dans le sol. L'un de ces pièges a fait glisser Philo, permettant à Motoyasu de la dépasser. Malgré ce revers, Philo a avancé avec détermination. Naofumi a utilisé son bouclier de frappe aérienne pour l'aider à éviter d'autres pièges, lui permettant de sauter par-dessus les obstacles. Les soldats de mine ont continué à lancer des sorts pour ralentir Philo, mais elle a refusé d'abandonner. Dans la dernière ligne droite, Philo a bondi en avant et a franchi la ligne d'arrivée en premier, remportant la course. Les villageois ont applaudi, heureux de voir Naofumi victorieux. Après la course, quelque chose de choquant s'est produit. Philo a soudainement grandi et s'est transformée en une fille humanoïde, surprenant tout le monde. Min a accusé Naofumi de tricherie, mais un groupe mystérieux est apparu et a révélé que ces soldats avaient utilisé de la magie pendant la course. Sans défense, Min a accepté la défaite et est parti avec Motoyasu. Motoyasu, essayant de sauver la face, a affirmé qu'il avait laissé Naofumi gagner. Naofumi s'est moqué de lui, le traitant d'inutile et lui disant de trouver un véritable but dans la vie. Les villageois voulaient récompenser Naofumi pour avoir sauvé leur village, mais il a refusé, disant qu'ils avaient besoin de l'argent pour reconstruire leur maison. Au lieu de cela, Philo a pointé du doigt une calèche, et les villageois la leur ont offerte en cadeau. Naofumi a accepté, sachant que cela les aiderait dans leur voyage. Pendant qu'ils voyageaient avec la calèche, Raftelio a eu le mal des transports et a vomi. Naofumi l'a laissé se reposer près d'un feu ce soir-là, pensant à leur voyage et à la carte que les villageois lui avaient donnée. La carte leur permettrait de voyager à travers le pays sans péage. Naofumi a commencé à envisager de créer une entreprise de livraison pour aider à financer leurs aventures. Le lendemain matin, Naofumi s'est réveillé et a trouvé une petite fille allongée à côté de lui. Surpris, il a reculé et a demandé qui elle était. La fille a dit qu'elle était Philo et qu'elle avait faim. Confus, Naofumi l'a emmenée chez le forgeron, où elle s'est transformée en oiseau et a mangé tout ce qu'elle trouvait. Raftalia a expliqué que Philo faisait partie d'une espèce d'oiseau rare, qui développait parfois des formes humanoïdes. Ces oiseaux étaient montés souvent les chefs de leur troupeau et nécessitaient une crête spéciale pour être apprivoisés. Quand Naofumi a essayé de donner sa crête à Philo, elle a résisté, mais a fini par accepter, formant un nouveau contrat avec lui. Nayafumi a ensuite demandé au forgeron de confectionner une robe pour Philo qui ne se déchirerait pas lorsqu'elle se transformerait. Le forgeron a dit qu'il n'était pas couturier et a suggéré de visiter quelqu'un spécialisé dans les vêtements. À la boutique de robes, la couturière a expliqué que la tenue de Philo devrait être faite avec du fil magique pour gérer ses transformations. Le fil devait être créé à partir des plumes de Philo pour garantir qu'il puisse s'adapter à sa forme. Cependant, il n'avait pas les matériaux. Naofumi et son groupe ont visité la boutique de magie pour trouver des pierres magiques pour le fil, mais la propriétaire de la boutique a dit qu'elle était en rupture de stock. Elle a promis de réapprovisionner les pierres dans quelques jours. Naofumi, Raftalia et Philo voyageaient à travers différents villages, cherchant des moyens de gagner de l'argent. Un jour, ils ont rencontré un villageois qui a dit qu'il devait apporter des médicaments à sa mère malade dans un autre village. Raftalia a pensé que c'était une occasion parfaite d'aider quelqu'un et de gagner quelque chose en retour. Naofumi a offert à l'homme un trajet pour 1 pièce d'argent, mais l'homme a avoué qu'il n'avait pas d'argent. Ne voulant pas perdre l'opportunité, Naofumi a suggéré que l'homme paie avec de la nourriture à la place. L'homme a accepté et ils ont commencé leur voyage. Pour rendre le voyage plus rapide, ils ont laissé leur calèche derrière eux et Philo les a transportés au village à toute vitesse. Quand ils ont atteint les portes du village, un garde a demandé un droit d'entrée. Naofumi a montré avec confiance son laissez-passer VIP et a dit au garde qu'il n'avait pas besoin de payer. Le garde les a laissés passer sans poser d'autres questions. À l'intérieur du village, l'homme les a conduits à sa maison où sa mère malade se reposait. Naofumi a préparé le médicament, utilisant son bouclier pour renforcer sa puissance, il a donné la potion à la femme et en quelques instants, elle était complètement guérie, se levant comme si rien ne s'était passé. L'homme était ravi et a donné de la nourriture à Naofumi en paiement, comme convenu. Alors qu'ils quittèrent le village, Naofumi a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait transformer ce processus en une entreprise. Il s'est rendu compte qu'il pouvait offrir des trajets ou des services aux personnes qui ne pouvaient pas payer avec de l'argent et échanger contre de la nourriture ou d'autres articles à la place. Au cours des jours suivants, il a continué cette stratégie, aidant les personnes dans le besoin et échangeant des biens tout en voyageant entre les villages. La nuit, il étudiait son grimoire pour apprendre de nouveaux sorts et capacités, déterminé à devenir plus fort. Lors d'un de leurs voyages, Naofumi transportait un marchand.
L'homme a mentionné que le nom de Naofumi se répandait dans les villages. Les gens l'appelaient un sauveur parce qu'il avait aidé tant de personnes malades et en difficulté. Bien que ce soit une nouvelle surprenante, leur voyage a été interrompu lorsqu'un groupe de bandits a bloqué la route. Le chef des bandits a exigé que Naofumi leur remette le marchand et ses biens. Avant que les bandits ne puissent attaquer, Raftali a utilisé son sort de mirage pour se rendre invisible, se faufilant autour du groupe. Pendant ce temps, Philo a chargé en avant et a créé une puissante tornade, dispersant les bandits et mettant fin au combat rapidement. Naofumi a ligoté les bandits restants et a interrogé leur chef, qui a admis qu'ils avaient été informés par un autre voyageur qui prétendait que le marchand transportait des objets de valeur. Le chef des bandits s'est également moqué de Naofumi, disant que personne ne croirait à sa version de l'histoire parce que le château l'avait déjà étiqueté comme le pire héros de tous les temps. Au lieu de laisser les bandits s'en aller facilement, Naofumi a décidé de leur faire peur. Il a dit à Philo de se préparer à manger, faisant semblant qu'elle allait dévorer les bandits. Les bandits terrifiés ont imploré la pitié et ont offert tous leurs objets de valeur en échange de leur vie. Naofumi a accepté leur butin et les a laissés partir, satisfait du résultat. Raphtalia a plaisanté en disant qu'ils commençaient à agir comme des bandits eux-mêmes, mais Naofumi a haussé les épaules. Le marchand, cependant, a été impressionné et a loué Naofumi pour sa rapidité d'esprit. En guise de récompense, le marchand a proposé d'enseigner quelque chose de précieux à Naofumi. Ce soir-là, il a montré à Naofumi comment fabriquer des pierres précieuses et les imprégner d'énergie magique. Au cours des jours suivants, Naofumi a pratiqué les techniques et a même appris quelques nouveaux sorts. À la fin de la semaine, il était suffisamment compétent pour fabriquer des gemmes par lui-même. Le marchand a également présenté Naofumi à un réseau de commerçants, lui donnant accès à des ressources et des informations utiles. Pendant ce temps, Naofumi a également appris des choses sur les autres héros. Motoyasu avait sauvé un village affamé en trouvant une culture légendaire qui poussait même pendant les famines, tandis que Ren avait chassé de puissants monstres dans le sud-est. Avant de se séparer, le marchand a donné à Naofumi un acte minier en cadeau. L'acte lui accordait l'accès à une grotte riche en pierres précieuses. Naofumi a demandé Naofumi précieuses à visiter le chef de la mine des fils magiques qui a proposé de lui suivant les indications du chef. Naofumi, dont il avait besoin, et Philo se sont rendus à la mine. À l'intérieur, ils ont trouvé un coffre vide et des empreintes de pas menant plus profondément dans la grotte. Pendant qu'ils exploraient, ils ont été attaqués par des essaims de chauves-souris. Naofumi a absorbé les chauves-souris dans son bouclier, débloquant une nouvelle compétence. Plus profondément à l'intérieur, ils ont trouvé les pierres précieuses, mais ont également rencontré un puissant monstre qui les gardait. La créature était rapide et agressive, esquivant les coups d'épée de Raphtalia et les coups de pied de Phila. Elle a déclenché une attaque éclair, frappant presque Naofumi, mais Phila l'a tiré en sécurité juste à temps. Réalisant que le monstre était sensible au son, Naofumi a eu une idée. Il a utilisé son bouclier pour amplifier le cri fort de Philo, désorientant la créature. Cela a donné à Raphtalia une ouverture pour la poignarder, et Philo l'a achevé avec un coup de pied puissant. Avec le monstre vaincu, ils ont ramassé les pierres précieuses et sont retournés au village. Naofumi a utilisé les pierres pour fabriquer des fils magiques et les a données à la couturière. Quelques jours plus tard, la nouvelle robe de Philo était prête. Elle était spécialement conçue pour s'adapter à ses transformations, épargnant à Naofumi la peine de remplacer constamment ses vêtements. Philo était ravi de sa nouvelle tenue, tandis que Naofumi était juste soulagé d'économiser de l'argent. Peu de temps après, Naofumi a accepté un travail de livraison de potions de guérison dans un autre village. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la région envahie par des arbres monstrueux. Le chef du village a expliqué que Motoyasu leur avait donné une graine divine, qui a commencé comme une bénédiction, mais a dégénéré, se transformant en arbre monstrueux dangereux. À l'intérieur d'une tente, Naofumi a vu des enfants malades, souffrant du poison de l'arbre. Utilisant ces potions, il a guéri les enfants, et neutralisé certains des arbres plus petits. Cependant, un arbre monstrueux massif a continué de menacer le village. Raphtalia et Philo ont travaillé ensemble pour le combattre, coupant ses vignes, mais l'arbre s'est régénéré trop rapidement. Naofumi a utilisé son bouclier pour améliorer une potion, affaiblissant suffisamment l'arbre pour que Raphtalia et Philo le détruisent. Pendant la bataille, Naofumi a débloqué une nouvelle compétence appelée modification des plantes, qui lui a permis de contrôler la croissance des plantes. Après le combat, Naofumi a utilisé sa nouvelle compétence pour modifier la graine maudite, la rendant sûre pour cultiver des fruits normaux. Il a remis la graine modifiée aux villageois, mais a insisté pour l'échanger plutôt que de la donner gratuitement. Alors qu'il partait, Raphtalia a demandé ce qu'il ferait de tous les fruits qu'ils avaient collectés. Naofumi a souri et a dit qu'il avait déjà le client idéal en tête. Ce soir-là, Naofumi et son groupe ont vendu tous les fruits qu'ils avaient collectés à un marchand de pierres précieuses. Le marchand était satisfait de l'accord et leur a parlé d'une belle ville à proximité où ils pourraient se reposer. Naofumi a pensé que cela semblait être un bon endroit pour se détendre, alors ils ont décidé de s'y rendre. Quand ils sont arrivés, Naofumi a aimé l'ambiance calme et paisible de la ville et a suggéré qu'ils restent quelques jours pour se remettre. Cette nuit-là, Raphtalia est entrée dans leur chambre et a vu Naofumi et Philo rire ensemble. Elle s'est sentie jalouse et a souhaité qu'il la voie différemment, pas seulement comme une compagne. Elle a décidé qu'elle devait lui offrir un cadeau qui lui ferait remarquer qu'elle était quelqu'un d'important. Le lendemain matin, Raphtalia est partie seule, espérant trouver un cristal spécial, censé être transporté par un oiseau rare. Elle pensait que ce cadeau rendrait Naofumi fière d'elle. Pendant ses recherches, Raphtalia s'est rendu compte que Philo l'avait suivi. Elle a supposé que Philo était également après le cristal.
Mais Philo a expliqué qu'elle cherchait juste des œufs d'oiseaux pour le petit déjeuner. Philo s'est enfui, et Raphtalia l'a poursuivi. Alors qu'ils atteignaient une falaise, Philo a glissé et a failli tomber. Raphtalia a réussi à la saisir, mais ils ont tous deux fini par tomber sur une grande bête en contrebas. Cela a surpris la créature et elle a commencé à les chasser avec colère. Les deux ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient, esquivant les attaques de la bête. Quand ils ont atteint une autre falaise, Philo s'est transformé en oiseau, et Raphtalia est monté sur son dos. Ils ont volé à travers le fossé, échappant à la bête. Après des heures de recherche, ils ont finalement trouvé l'oiseau rare et son nid. Raphtalia s'est approché avec précaution pour saisir le cristal, mais l'oiseau a poussé un cri fort, alertant la même bête dont il venait de s'échapper. La bête a attaqué le nid, le détruisant et dispersant les œufs. Frustrés et sans cristal, Raphtalia et Philo ont décidé de ramener la bête en ville comme prix. À leur retour, Raphtalia s'est senti déçu de ne pas avoir pu obtenir le cristal pour Naofumi. À ce moment-là, deux hommes se sont approchés d'eux, disant que la bête était un animal rare nécessaire au rituel de la ville. Ils ont offert une grosse somme d'argent pour cela. Voyant une chance de transformer leur aventure en quelque chose d'utile, ils ont vendu la bête. Avec l'argent, Raphtalia et Philo ont acheté à Naofumi un outil de fabrication spécial pour fabriquer des métaux. Quand ils le lui ont donné, Raphtalia a dit à Naofumi que c'était leur façon de le remercier de prendre toujours soin d'eux. Naofumi a apprécié le cadeau et a suggéré qu'ils célèbrent avec un repas. Quelques jours plus tard, alors qu'ils se préparaient à quitter la ville, ils ont rencontré deux voyageurs. Tout en leur servant le petit déjeuner, l'un des voyageurs les a mis en garde contre un village souffrant d'une terrible peste. Au lieu d'éviter le problème, Naofumi y a vu une opportunité de gagner de l'argent. Il a décidé de s'y rendre avec Raphtalia et Philo. Quand ils sont arrivés, un vieil homme les a accueillis et a immédiatement reconnu Naofumi comme le célèbre héros qui avait aidé d'autres villages. L'homme a rapidement parlé de son arrivée au reste des villageois. Bientôt, le médecin du village est venu les rencontrer et a emmené Naofumi dans une pièce remplie de personnes malades. Naofumi a donné une potion à un patient, et tout le monde a été émerveillé quand l'homme s'est rétabli presque immédiatement. Cette nuit-là, Naofumi a dit au médecin que ses potions de guérison coûteraient 10 fois le prix normal. Il a également averti que les villageois resteraient malades à moins qu'ils ne trouvent la source de la maladie. Le médecin a expliqué que la maladie avait commencé après qu'un dragon était mort sur une montagne voisine. Le corps en décomposition du dragon empoisonnait l'air et l'eau, rendant tout le monde malade. Les villageois ne pouvaient pas brûler le cadavre parce que les vapeurs toxiques les tueraient. Voyant une opportunité de profit encore plus grande, Naofumi a proposé de s'occuper du problème, mais a augmenté ses honoraires de 50 fois le montant habituel. Les villageois désespérés ont accepté, et Naofumi est parti avec Raphtalia et Philo pour s'occuper du dragon. Pendant qu'ils gravissèrent la montagne, ils ont rencontré de nombreux monstres en chemin. Au lieu de perdre du temps à tous les combattre, Naofumi a utilisé un sort pour augmenter la vitesse de Philo. Philo les a transportés à travers les monstres, évitant une longue bataille. Quand ils ont atteint le cadavre du dragon, Naofumi a commencé à réfléchir à la façon de le détruire. Avant qu'ils ne puissent agir, le dragon est soudainement revenu à la vie, les prenant au dépourvu. Le dragon a attaqué, crachant du gaz toxique. Philo s'est envolé vers lui et lui a asséné un coup de poing puissant, mais le dragon a répondu en l'avalant entière. Naofumi et Raphtalia étaient horrifiés, pensant que Philo avait disparu pour toujours. Alors que le dragon continuait d'attaquer, la colère de Naofumi est devenue incontrôlable, activant son bouclier de malédiction. Alimenté par la rage, l'énergie sombre du bouclier est devenue plus forte. Naofumi a chargé sur le dragon mais a été renversé. Raphtalia a essayé de le calmer, mais la puissance du bouclier l'a repoussé. Naofumi a déclenché une attaque incendiaire, brûlant la queue du dragon. Juste au moment où il allait l'achever, il a entendu la voix de Raphtalia l'appeler. Ces paroles l'ont ramené à la raison, et il s'est rendu compte qu'elle était blessée et inconsciente. Désespéré de la sauver, il a essayé de la soigner, mais elle ne s'est pas réveillée. Pendant ce temps, le dragon a essayé d'attaquer à nouveau, mais le bouclier de Naofumi l'a protégé. Soudain, le dragon a poussé un cri fort et s'est effondré. Au grand choc de Naofumi, Philo est sortie de son ventre, vivante et indemne. Elle a expliqué qu'elle s'était frayé un chemin hors du dragon et avait trouvé un cristal violet à l'intérieur de son estomac. Cependant, le cristal était maintenant à l'intérieur d'elle. Raphtalia a insisté pour qu'il brûle le corps du dragon afin d'éviter d'autres maladies avant de retourner au village. De retour au village, le médecin a proposé de payer Naofumi pour avoir enlevé le dragon. Cependant, Naofumi lui a dit d'utiliser l'argent pour soigner Raphtalia, dont l'état s'était aggravé. Le médecin a expliqué que Raphtalia souffrait d'une puissante malédiction de dragon et qu'il n'avait pas de remède pour cela. Se sentant coupable, Naofumi s'est excusé auprès de Raphtalia, se reprochant de l'avoir mise en danger. Raphtalia, cependant, s'en est pris à elle-même pour être trop faible pour aider au combat. Philo a essayé de remonter le moral à tout le monde en donnant à Naofumi un autre cristal qu'elle avait trouvé à l'intérieur du dragon. Naofumi l'a placé dans son bouclier, débloquant une nouvelle compétence. Il a dit à Raphtalia et Philo qu'elles étaient devenues plus fortes en équipe et a promis qu'elles affronteraient ensemble tous les défis futurs. Cette nuit-là, Raphtalia a demandé à Naofumi de rester à ses côtés, disant qu'elle voulait se sentir proche de lui. Naofumi, cependant, lui a dit de se concentrer sur le repos et la récupération. Dans les jours qui ont suivi, Naofumi et son groupe ont repris la lutte contre les monstres. Bien que Naofumi s'inquiète pour la santé de Raphtalia, elle l'a assuré qu'elle allait bien. Elle lui a dit qu'elle aimait se battre et couper à travers les monstres, disant que cela la faisait se sentir forte. Un après-midi, Naofumi et son groupe voyageaient à travers une forêt dense sur le chemin du retour vers la ville.
Raphtalia ne se sentait pas bien, mais elle ne s'est pas plainte, se forçant à suivre le rythme. Naofumi était déterminé à trouver un remède à sa maladie. En avançant, ils ont remarqué une jeune fille à proximité entourée d'oiseaux. Les oiseaux se sont envolés dès qu'ils ont remarqué le groupe de Naofumi. La fille semblait calme et pas du tout effrayée. Au lieu de prêter attention à Naofumi ou Raphtalia, elle s'est concentrée entièrement sur Philo. Elle s'est approchée d'eux et s'est présentée comme Melty. Elle a dit qu'elle avait toujours rêvé de rencontrer quelqu'un comme Philo et était ravie de la voir enfin. Raphtalia s'est demandé si Melty venait d'un village local, mais Naofumi a deviné qu'elle pourrait être l'enfant d'une famille noble en raison de son comportement raffiné. Melty n'arrêtait pas de complimenter Philo, disant à quel point elle était incroyable. Philo, heureuse de recevoir toute cette attention, s'est transformée en forme humaine. Cela a encore plus ravi Melty, et elle a bavardé avec elle avec enthousiasme. Pendant ce temps, Naofumi a rappelé à tout le monde que leur priorité était d'amener Raphtalia à la ville pour se faire soigner. Melty a demandé si elle pouvait se joindre à eux, et bien que Naofumi ait hésité, Philo et Raphtalia l'ont convaincu de la laisser venir. Ce soir-là, ils ont atteint un village où Naofumi a utilisé ses potions pour soigner des personnes malades. Il a également soigné soigneusement les blessures de Raphtalia. Philo a expliqué que Melty avait été séparée de ses gardes, et était maintenant perdue. Plus tard dans la nuit, Melty s'est approchée de Naofumi, et lui a demandé s'il pouvait l'aider à retourner dans la capitale. Elle lui a promis une généreuse récompense s'il acceptait. Naofumi était réticent au début, ne voulant pas s'impliquer avec quelqu'un d'une famille noble. Cependant, la pensée d'une récompense l'a tenté. Philo et Raphtalia l'ont exhorté à aider, disant que c'était la bonne chose à faire. Finalement, Naofumi a cédé et a accepté de l'escorter. Le lendemain matin, le groupe est parti pour la ville. Raphtalia, luttant toujours contre sa maladie, est restée silencieuse et s'est concentrée sur le maintien du rythme avec tout le monde. Quand ils sont arrivés aux portes de la ville, Naofumi a décidé d'envoyer Philo avec Melty chez elle, lui disant de revenir avec la récompense promise. Pendant ce temps, lui et Raphtalia se sont dirigés vers l'église pour trouver un remède. En s'approchant, Naofumi a remarqué quelque chose d'étrange. L'église n'avait aucun symbole du héros au bouclier. Cela l'a rendu méfiant que l'église soit alignée contre lui. À l'intérieur, le pape a salué chaleureusement Naofumi et l'a félicité pour sa performance dans le duel contre Motoyasu. Naofumi, peu intéressé par la flatterie, a exigé l'eau bénite la plus forte qu'ils avaient pour guérir les malédictions. Un prêtre lui a tendu une bouteille, mais Naofumi a utilisé sa compétence d'évaluation et s'est rendu compte que c'était un faux. Furieux, il a accusé l'église d'avoir essayé de l'arnaquer. Embarrassé, le pape s'est excusé et a ordonné que la véritable eau bénite soit sortie. Naofumi a confirmé qu'elle était authentique, l'a payée et est parti sans dire un mot de plus. Alors qu'ils sortirent de l'église, un chevalier a interpellé Naofumi, courant vers lui. Ne voulant pas d'ennui, Naofumi et Raphtalia se sont faufilés dans une ruelle pour se cacher. Naofumi a dit à Raphtalia de rester caché pendant qu'il distrayait le chevalier. Il s'est enfui, attirant l'attention loin d'elle. Après un certain temps, Naofumi s'est arrêté pour reprendre son souffle, mais Motoyasu est soudainement apparu et a jeté sa lance sur lui. Naofumi a esquivé et a exigé de savoir ce qu'il voulait. Motoyasu a affirmé qu'il était là pour secourir quelqu'un. Naofumi était confus jusqu'à ce que Motoyasu révèle qu'il parlait de Philo. Il l'a appelé un ange et a dit qu'il voulait faire d'elle sa deuxième épouse. Naofumi s'est moqué de lui disant de grandir. Cela n'a fait que mettre Motoyasu plus en colère et il a lancé une autre attaque, créant le chaos dans les rues. Mine est bientôt arrivé avec des soldats et a ordonné à Naofumi et Motoyasu de se battre à nouveau en duel, affirmant que c'était un ordre royal. Avant que le duel ne puisse commencer, Melty est apparue et les a arrêtés. Elle a grondé Mine, disant qu'il était contraire à la loi de se battre dans la ville. Naofumi a été surpris d'apprendre que Melty était la sœur cadette de Mine. Peu de temps après, Raphtalia et Philo les ont rejoints. Motoyasu a essayé d'impressionner Philo en lui promettant des châteaux et des richesses, mais Philo n'était pas intéressée. Elle lui a dit qu'elle ne se souciait que de tirer des calèches. Frustré, Motoyasu a accusé Naofumi de lui avoir fait un lavage de cerveau. Philo en a eu assez, s'est transformé en forme d'oiseau et a asséné un coup de pied puissant qui a fracassé sa viande, envoyant Motoyasu voler. Plus tard ce soir-là, de retour à la boutique du forgeron, Naofumi a confronté Melty et a exigé de savoir qui elle était vraiment. Elle a révélé qu'elle était la deuxième princesse du royaume et l'héritière légitime du trône. Elle a expliqué que sa mère, la reine, l'avait envoyée pour protéger Naofumi parce que le roi l'avait traité injustement. À ce moment-là, un chevalier est arrivé pour escorter Melty au château. Philo avait le cœur brisé de voir sa nouvelle amie partir, et Melty avait l'air tout aussi triste, souhaitant pouvoir tout expliquer à Naofumi. Plus tard, Philo a demandé à Naofumi pourquoi il n'écoutait pas Melty. Il l'a congédié, disant que c'était une affaire d'adulte, et l'a averti d'éviter Melty à partir de maintenant. Blessé, Philo s'est enfui en pleurant, mais est revenu peu de temps après pour lui dire que certains hommes voulaient le voir. Les hommes étaient des chevaliers d'un village que Naofumi avait sauvé lors de la dernière vague. Il voulait rejoindre son équipe et se battre à ses côtés. Naofumi a refusé, disant qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. Les chevaliers ont plaidé, disant qu'ils étaient inspirés par sa bravoure. Naofumi a finalement accepté, mais seulement s'ils achetaient ces vieilles ferrailles pour 50 fois leur valeur. Désespérés, ils ont accepté ces conditions. Plus tard, Naofumi a remarqué des symboles étranges sur les statistiques de Raphtalia et Philo. Le forgeron expliqua qu'ils étaient éligibles à une amélioration de classe, ce qui les rendrait plus forts. Cependant, ces améliorations ne pouvaient se faire qu'à l'église. Naofumi les y emmena le lendemain, tout simplement. Mais un prêtre l'informa que les améliorations pour son groupe étaient interdites par ordre royal.
Frustré, Naofumi s'en alla, déçu. Le marchand d'esclaves suggéra qu'il pourrait obtenir l'amélioration dans un autre pays où d'autres sabliers existaient. Cependant, le voyage prendrait des semaines, et avec la prochaine vague dans seulement 10 jours, Naofumi décida de se concentrer sur la préparation de leur équipement. Le marchand les dirigea vers les égouts de la ville pour tester leurs nouvelles armes. Dans les égouts, ils rencontrèrent un crocodile géant. Naofumi bloqua son attaque avec son bouclier tandis que Raphtalia tailladait sa queue. Philo porta le coup final, déchiquetant le monstre en morceaux sans pitié. Leurs armes avaient prouvé leur valeur, et Naofumi se sentait confiant qu'ils étaient prêts pour la prochaine vague. Cette nuit-là, Naofumi banda les blessures de Raphtalia, alors qu'elle lui demandait si elle pouvait le suivre dans son monde après la fin des vagues. Elle avait peur d'être laissée pour compte. Naofumi ne répondit pas, sachant qu'il n'était pas spécial dans son propre monde, en réalité. Alors que Raphtalia essayait d'exprimer ses sentiments, Philo interrompit, demandant pourquoi elle n'était pas incluse dans la conversation. Naofumi, lassé de tout ce drame, leur dit à toutes les deux de lui donner un peu de paix et de le laisser se reposer. Quelques jours après le début de leur voyage, Naofumi et son équipe arrivèrent dans une ville qui avait l'air complètement détruite. En avançant, ils trouvèrent un petit groupe de survivants cachés parmi les ruines. Un homme expliqua qu'ils étaient les bâtiments des réfugiés tombaient en ruine. Un autre ajouta qu'un groupe d'aventuriers avait renversé le seigneur corrompu qui dirigeait la ville. Mort. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Au contraire, ça a empiré. Sans personne aux commandes, les impôts sont devenus encore plus élevés et les gens souffraient plus que jamais. Naofumi comprit vite qu'Itsuki, l'un des autres héros, devait être impliqué dans ce gâchis. Après avoir quitté la ville en ruine, Naofumi et son groupe retournèrent boire dans leur ville. Affamés par le voyage, ils s'arrêtèrent dans un restaurant pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, Naofumi remarqua Itsuki et Ren assis à une autre table, l'air sérieux. Le groupe d'Itsuki parlait d'une mission récente qu'ils avaient effectuée. Ils avaient été engagés par la guilde des aventuriers pour éliminer un seigneur cruel qui taxait lourdement son peuple pour financer son armée privée. Itsuki avait l'air fier de leur succès tout simplement. Mais Naofumi ne put s'empêcher de rire de son ignorance. Il cracha accidentellement sa boisson et Philo lui lança un regard agacé. Itsuki et Ren virent Naofumi rire et vinrent dû le confronter sans tarder. Itsuki accusa Naofumi de se moquer d'eux et suggéra même que Naofumi faisait semblant d'être un héros et volait leur travail. Naofumi leva les yeux au ciel et dit à Itsuki d'arrêter de faire l'idiot, pour l'amour du ciel. Il expliqua que le groupe de résistance qui avait renversé le seigneur s'était révélé encore pire. Ils ont doublé les impôts et ont laissé le peuple souffrir. Puis, se tournant vers Ren, Naofumi souligna que le dragon qu'il avait tué avait causé une peste mortelle parce que Ren n'avait pas correctement éliminé le corps. Naofumi les gronda tous les deux pour leur irresponsabilité et dit que leurs actions avaient causé plus de mal que de bien. Frustré, Naofumi se leva et quitta le restaurant, ignorant les tentatives d'Itsuki de discuter plus longuement. Ce soir-là, en sortant de la forge, Naofumi fut approché par un groupe de jeunes guerriers. Leur chef annonça fièrement qu'ils avaient économisé tout l'argent que Naofumi avait exigé. Naofumi leur remit l'objet pour lequel ils avaient payé, mais leur conseilla d'utiliser l'argent restant pour acheter de meilleures armes. Les acceptant dans son équipe, il les avertit que s'ils causèrent des problèmes ou le trahissaient, ils seraient immédiatement expulsés. La prochaine vague approchant dans moins d'une journée, Naofumi commença à se préparer, c'était capital. Il fit le plein de potions et s'assura que tout le monde était prêt. Avant la bataille, il donna à Raphtalia un bracelet spécial qui l'aiderait à régénérer du mana plus rapidement. Elle le remercia avec un sourire, disant qu'elle l'adorait, à cheveux magiques tout simplement, qui augmentait sa vitesse. Philo, se sentant exclu, Philo se transforma demanda en oiseau son propre cadeau avec insistance. Naofumi pensa qu'elle lui allait à merveille. Quand le compte à rebours se termina, Naofumi et son groupe furent téléportés dans un village déjà attaqué par des monstres. Les chevaliers avaient du mal à protéger les villageois, alors Naofumi, Raphtalia et Philo intervinrent pour aider. Un monstre lézard massif chargea les villageois, mais Raphtalia le taillada avec son épée, et Philo l'acheva d'un coup de pied puissant, bien sûr. Pendant qu'ils se battaient, une femme âgée apparut et commença à abattre les monstres avec une facilité déconcertante. Naofumi la reconnut comme quelqu'un qui l'avait soigné avec ses potions lors d'une visite précédente. Elle le remercia de lui avoir sauvé la vie et dit qu'elle se sentait assez forte maintenant pour se battre à leur côté. Malgré sa bravoure, Naofumi réalisa que le village était toujours en danger. Il décida de se diriger directement vers la source de la vague, c'était essentiel. À la tête de son équipe, il se dirigea vers les portails et aperçut un navire fantôme au loin. Philo transporta Naofumi et Raphtalia sur le navire, où ils trouvèrent Ren et Motoyasu en train de combattre un capitaine squelette. Cependant, le capitaine ressuscitait à chaque fois qu'il était vaincu. Naofumi gronda les autres héros pour cette battue sans plan, et leur dit qu'ils devaient travailler ensemble pour mettre fin à la vague. Avant qu'ils ne puissent répondre, un mangeur d'âmes massif apparut, son ombre dominant le navire. Ren, Itsuki et Motoyasu lancèrent une attaque combinée, mais elle égratigna à peine le mangeur d'âmes. Philo créa une tornade pour repousser le monstre, mais il se rétablit rapidement, et lança une dévastatrice explosion d'énergie. Naofumi utilisa son bouclier pour protéger Raphtalia et Philo de l'attaque. Le mangeur d'âme prépara une autre frappe et Philo le distraya courageusement, esquivant ses attaques et donnant à Raphtalia une chance de porter un coup décisif. Malgré leurs efforts, le monstre resta fort, évidemment. À court d'options, Naofumi décida d'utiliser son bouclier de rage, même si c'était dangereux. Raphtalia lui rappela qu'elle lui faisait entièrement confiance,
et qu'elle serait à ses côtés, quoi qu'il arrive. En activant le bouclier de rage, Naofumi sentit une poussée de puissance incroyable. Son bouclier et son armure se transformèrent, brillant d'une énergie ardente. Les autres héros regardèrent avec choc, alors que Naofumi libérait sa nouvelle puissance. Alimenté par la rage, il lança une attaque enflammée sur le mangeur d'âme. Philo et Raphtalia continuèrent à se battre à ses côtés, grignotant la santé du monstre. Cependant, la puissance du bouclier de rage commença à prendre le contrôle de Naofumi, obscurcissant son esprit. À l'intérieur de sa conscience, il combattit l'âme du dragon qui alimentait le bouclier. La voix de Raphtalia perça, lui rappelant sa promesse de la protéger, elle et Philo. Reprenant le contrôle, Naofumi débloqua une nouvelle compétence. Il emprisonna le mangeur d'âme à l'intérieur d'une cage de barre de fer et invoqua une massive vierge de fer depuis le ciel. La vierge de fer se referma autour du monstre, l'écrasant complètement. Le mangeur d'âme se dissipa, et la vague prit finalement fin. Épuisé, Naofumi s'effondra, suivi de Philo. Les autres héros, jaloux de son succès, marmonnèrent de des plaintes. Motoyasu, toujours amer, déclara qu'il surpasserait Naofumi la prochaine fois. En entendant cela, Philo se transforma en oiseau et le taquina, le traitant de mauvais perdant, tout simplement. Naofumi sentit soudain une étrange vibration autour de lui, et avant qu'il ne s'en rende compte, un autre mangeur d'âme apparut juste devant eux. Ren se figea pendant une seconde, réalisant que ce n'était pas quelque chose qu'il avait jamais vu dans le jeu vidéo. Le mangeur d'âme rugit, clairement prêt à attaquer et à les mettre en pièces. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, part, une femme atterrit gracieusement près de lumière. Elle effaça toute trace de monstre, s'abattit vers la créature, lui disant qu'il était le seul digne du titre instantanément, de héros, sans hésitation. Elle se présenta comme Glace et précisa qu'elle était leur ennemie. Naofumi utilisa rapidement sa compétence d'évaluation pour vérifier ses statistiques, et les résultats furent accablants. Elle était incroyablement puissante. Il pensa immédiatement, il n'y a aucun moyen de la battre, c'est impossible. Mais il devait essayer. Le groupe encercla Glace et lança son attaque combinée la plus puissante, une attaque qui aurait dû la détruire complètement, mais à leur choc, elle ne lui fit même pas une égratignure. Elle les regarda avec déception et demanda si c'était le mieux qu'ils pouvaient y faire. Pour leur montrer à quoi ressemblait le vrai pouvoir, elle lança un sort qui envoya une tempête massive de vent sur eux, les emportant tous. Naofumi réussit à rester debout, tandis que les autres étaient stupéfaits. Réalisant la gravité de la situation, il but rapidement une potion apaisante pour restaurer son énergie sans perdre de temps. Il emprisonna Glace à l'intérieur de son prisme de bouclier, mais elle le brisa en 1000 morceaux, comme si de rien n'était. Raphtalia essaya de l'attaquer, mais Glace l'arrêta net et projeta Philo sans effort avec une autre rafale de vent. C'était impressionnant. Naofumi protégea Raphtalia de l'explosion et invoqua des serpents magiques pour maintenir Glace au sol. Philo chargea sur elle de toutes ses forces, mais Glace la repoussa comme si elle n'était rien. Raphtalia intervint pour tenter de porter le coup final, mais Glace brisa son épée comme si elle était faite de papier. Naofumi réalisa qu'il n'avait aucune chance de gagner ce combat, c'était évident. Il rapprocha Raphtalia et Philo et utilisa une prison de bouclier pour les protéger des attaques constantes de Glace. L'effort l'épuisa complètement et il s'évanouit. Quand il se réveilla, il décida de puiser dans l'énergie noire à l'intérieur de son bouclier pour riposter. Alimenté par la rage, Philo attaqua à nouveau Glace, visant un coup de pied puissant sur elle. Mais Glace l'attrapa nonchalamment, en plein vol, et la jeta comme un déchet. Glace lança ensuite un sort de feu, mais Naofumi le bloqua. Elle éteignit elle-même les flammes, se moquant de lui parce qu'il était trop faible. Elle lança ensuite une puissante attaque, appelée Shell Cracker, qui brisa le bouclier de Naofumi et endommagea même son armure. Malgré la douleur, Naofumi resta ferme, gagnant le respect de Glace. Elle admit qu'il était vraiment à la hauteur du titre de héros au bouclier et l'exhorta à la combattre de toutes ses forces. Naofumi emprisonna Glace dans une autre prison de bouclier et invoqua la Vierge de Fer, la refermant sur elle. Mais une fois de plus, elle la détruisit sans effort et retourna à son navire. Alors que le navire commençait à trembler, Glace réalisa que la vague touchait à sa fin. Elle prépara une attaque finale, mais Raphtalia lança une lumière vive pour l'aveugler. Saisissant cette opportunité, le groupe s'échappa sur Philo. Glace n'en avait pas fini. Elle leur lança des flèches de lumière, mais Naofumi les bloqua avec un bouclier d'air. Elle leur lança une épée brillante, mais il la dévia vers les montagnes, tout simplement. Réalisant qu'elle ne pouvait pas gagner cette fois, Glace promit de revenir et de les détruire tous. Puis elle disparut dans un portail, juste au moment où la vague se terminait, laissant le navire fantôme s'écraser dans les montagnes. De retour au village, Naofumi pensa au compte à rebours qu'il avait vu dans son système avant la fin de la vague. Il commença à se demander pourquoi les vagues existaient et réalisa qu'il devait devenir beaucoup plus fort pour survivre à la prochaine. Pour ce faire, il devait améliorer Raphtalia et Philo à des classes supérieures. Au moment où il pensait à cela, 2 chevaliers arrivèrent, disant que le roi voulait le voir au château. Au château, le roi dit qu'il avait regardé tout le combat à travers sa boule de cristal. Il admit que Naofumi était fort, mais l'accusa d'être trop puissant. Il exigea de savoir comment Naofumi était devenu si fort. Naofumi, lassé de l'arrogance du roi, lui dit de s'agenouiller et de demander comme un serviteur s'il voulait des réponses. Le roi se mit en colère et ordonna à ses chevaliers d'attaquer. Naofumi rit, disant qu'il les écraserait tous et les traitant de déchets inutiles. Alors que Naofumi s'éloignait, le roi menaça de blesser Raphtalia et Philo. Enragé, Naofumi avertit le roi que s'il les touchait un jour, il le regretterait.
En quittant le château, Naofumi rencontra une femme mystérieuse qui l'avertit d'être prudent, disant qu'il devenait une menace majeure et attirerait plus d'ennemis, c'est certain. Plus tard, à la forge, Naofumi expliqua qu'il devait améliorer leur classe. Le forgeron lui donna une carte d'une ville où il pouvait le faire. Avant de partir, il leur remit des fournitures, y compris un nouvel accessoire de bouclier, une épée pour Raphtalia, et même une lame invisible pour les ennemis sournois. Il emballa également suffisamment de nourriture pour durer des semaines, c'était important. Pendant leur voyage, Melty apparut soudainement, aux grandes dames de Naofumi. Melty essaya de le convaincre, supplia de mais retourner il au la château Soudain, et de un faire soldat la paix avec attaqua, le roi. accusant Naofumi Mais il d'avoir refusa enlevé la princesse. catégoriquement. Naofumi et son équipe ripostèrent, maîtrisant facilement les soldats et les forçant à battre en retraite. Le lendemain, de fausses images se répandirent dans toute la ville, faisant passer Naofumi pour un fugitif. Sans autre option, le groupe s'enfuit dans les montagnes. Cette nuit-là, Naofumi pensa à l'église et réalisa qu'ils étaient derrière ce coup monté. Melty essaya de le convaincre que sa sœur était à blâmer. Pas le roi, mais Naofumi ne lui faisait pas confiance. Elle le supplia de rencontrer le roi une dernière fois, mais Naofumi refusa, la traitant de naïve. Le lendemain matin, Naofumi décida qu'il devait s'échapper dans un autre pays pour leur sécurité. Melty voulait retourner à la capitale, mais Naofumi l'avertit que c'était trop dangereux et promit de la protéger si elle restait avec eux. Ils abandonnèrent leur chariot et commencèrent à traverser les montagnes. Alors qu'ils s'arrêtaient, Raphtalia demanda pourquoi Naofumi avait changé leur destination. Il expliqua que le nouvel endroit était mieux protégé et plus sûr pour se cacher. Cette nuit-là, Naofumi décida de demander à Melty quelque chose d'étrange qui le tracassait. « Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ta mère ?» Melty expliqua que sa mère était la reine d'un autre pays. Une dirigeante puissante qui était bien meilleure que le roi, sans aucun doute. Le roi avait seulement épousé sa famille royale. En entendant cela, Naofumi rit, réalisant que le roi n'était qu'un dirigeant faible et faux, qui surfait sur le pouvoir de quelqu'un d'autre. Pendant qu'il parlait, Naofumi sentit quelque chose d'étrange au loin. Il dit au groupe qu'ils devraient continuer à avancer. Ils finirent par arriver à un cul-de-sac et remarquèrent des soldats qui les attendaient au sommet de la montagne. Naofumi suggéra qu'ils trouvent un autre chemin. Alors qu'ils faisaient demi-tour, une partie du sentier s'effondra sous Melty. Et elle faillit tomber du bord. Naofumi l'attrapa juste à temps, mais le bruit révéla leur position aux soldats. Sans perdre de temps, le groupe courut vers le bord de la montagne. Quand ils arrivèrent à là-bas, Naofumi réalisa que c'était un autre cul-de-sac. Soudain, Itsuki apparut et exigea que Naofumi lui remette Melty. Naofumi refusa, disant qu'il ne l'avait jamais enlevé. Matayasu l'accusa de mentir, mais Melty intervint pour expliquer la vérité, elle n'avait pas le choix. Elle dit qu'elle avait demandé à Naofumi de la protéger parce que quelqu'un essayait de la tuer. Elle supplia même les héros de travailler ensemble en équipe pour arrêter le complot contre elle. Avant que quiconque ne puisse répondre, Mine intervint et affirma que Melty avait subi un lavage de cerveau par le bouclier de Naofumi. Elle dit même que l'église avait prouvé que le héros au bouclier était le diable lui-même. Motoyasu la crut immédiatement, disant que cela expliquait pourquoi Naofumi lui avait volé Philo et Raphtalia. Raphtalia essaya de défendre Naofumi, mais Ren insista également pour que Naofumi laisse partir Melty si elle n'avait pas subi de lavage de cerveau. Terrifiée, Melty supplia de ne pas retourner, disant qu'elle serait tuée à coup sûr. Mayan commença à la flatter, essayant de la convaincre de partir avec eux. Naofumi interrompit, disant qu'il protégerait Melty lui-même parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à Mayan, qui en voulait évidemment au trône et n'hésiterait pas à tuer sa sœur. À ce moment-là, Philo se transforma en oiseau géant, et tout le monde grimpa sur son dos. Elle commença à les faire voler au-dessus de la montagne, mais Motoyasu lança une chaîne magique qui s'accrocha à Philo, la forçant à rétrécir de nouveau à sa petite forme. Tout le monde tomba, se dispersant sur le sol. Alors que Philo était coincé, Mine sourit, pensant qu'elle avait gagné. Elle leva la main et invoqua une boule de lumière brillante qui illumina toute la montagne, tout simplement. Les laissant sans endroit où se cacher, Motoyasu s'accrocha de façon inquiétante à Philo, l'appelant son ange et révélant que la chaîne était conçue pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Dégoûtée, Melty essayait de l'attaquer avec de la magie, le ratant de peu. Elle l'avertit que la prochaine fois, elle le ferait frire. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, Mine tira une boule de feu sur Naofumi, mais il la bloqua avec son bouclier. Itsuki, confus, demanda pourquoi Mine attaquait sa propre sœur. Mion le repoussa, disant que Melty voulait mourir. Alors elle ne faisait que l'aider, puis elle but une potion pour augmenter son pouvoir et commença à tirer des balles enflammées sans arrêt. Raphtalia élabora un plan pour sauver Philo et dit à Naofumi de distraire les ennemis. Naofumi activa son bouclier de rage et des flammes commencèrent à l'entourer. Mine ordonna à ses soldats d'attaquer et ils tirèrent des flèches. Mais Naofumi les bloqua toutes, sans effort. Mine commença à préparer une massive boule de feu pour l'achever. Mais Raphtalia se faufila derrière elle avec l'épée invisible et la poignarda, bien sûr. Cela fit disparaître la boule de feu. Au même moment, Philo se libéra de la chaîne et assomma Motoyasu d'un seul coup de poing puissant. Les soldats chargèrent sur Naofumi, mais ces flammes explosèrent, brisant une partie de la montagne. Quand la fumée se dissipa, Naofumi lança un regard noir à Ren et jeta un rosaire à ses pieds, lui disant de se réveiller et de voir la vérité. Sans attendre de réponse, Naofumi et le groupe partirent. Plus tard dans la nuit, Naofumi retira la chaîne de Philo. Pendant qu'il se reposait,
un étranger apparut près d'eux. Raftalia était prête à attaquer, mais Melty l'arrêta, disant que la femme travaillait pour la reine, tout simplement. La femme lui dit que la reine avait besoin de le voir immédiatement parce qu'elle était la seule à pouvoir réparer le gâchis dans lequel le pays se trouvait. Naofumi vérifia sa carte, essayant de déterminer à quelle distance ils étaient de la ville de la reine. Pendant qu'il parlait, Raftalia sentit quelque chose d'étrange. Ils réalisèrent fort bientôt que Mayan brûlait la forêt pour les débusquer. En regardant les flammes se propager, Naofumi devina que Mayan essayait de le faire passer pour responsable de l'incendie. Il dit au groupe qu'il devait partir rapidement avant que le feu ne les atteigne. Le lendemain matin, Naofumi s'arrêta dans un village voisin pour acheter de la nourriture et recueillir des informations. Un marchand l'avertit que toutes les sorties du pays avaient été bloquées. Quand Naofumi revint vers le groupe, il leur dit que leur seule option était de voir la reine, car elle était la seule à pouvoir les protéger. Après des jours de voyage, ils atteignirent une région dirigée par des demi-humains. Melty mentionna son ami Reiknaut, le seigneur de la région, et dit qu'il pourrait peut-être les aider à s'échapper. Cependant, Naofumi remarqua que Raftalia semblait contrariée. Quand il demanda, elle expliqua que son village était à proximité. Et après la première vague, les soldats du roi avaient attaqué et réduit tout le monde en esclavage. Soudain, un homme apparut. Pensant qu'il était un ennemi, Naofumi et Raftalia se préparèrent à se battre. Mais Melty le présenta comme Reiknaut, son ami et le seigneur de la région. Bien que Naofumi pensât que Reiknaut avait l'air suspect, il décida de lui faire confiance pour le moment. Reiknaut les invita dans son manoir, disant qu'il était plus sûr de rester à l'extérieur. À l'intérieur, Reiknaut les avertit que Mai avait mis une prime sur la tête de Naofumi. Il leur offrit un endroit pour se reposer, mais pendant le dîner, Naofumi insista pour qu'ils partent le lendemain matin, sachant que les soldats étaient déjà à leur recherche. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Naofumi resta éveillé, surveillant les fenêtres. Raftalia proposa de veiller pour qu'ils puissent se reposer, mais Melty se fâcha, se sentant ignoré. Philo essaya de réconforter Melty en suggérant de se promener dans le manoir. Pendant ce temps, de retour à la capitale, le roi était furieux que Melty n'ait pas été retrouvée. Il ordonna à l'armée de la chercher partout. Mayan lui assura qu'elle ramènerait Melty à la maison en toute sécurité, mais son véritable plan était beaucoup plus sombre. Tard dans la nuit au manoir de Reiknaut, tout le monde dormait, sauf Naofumi et Melty. Melty, l'air inquiète, s'approcha de Naofumi. « Penses-tu vraiment que fuir est le meilleur choix ? J'ai peur d'abandonner mes devoirs et d'être traitée de princesse inutile, avoua-t-elle. Naofumi répondit sèchement « Rien de tout cela n'a d'importance si tu es morte. Rester en vie est la chose la plus importante pour le moment. Tu pourras t'occuper de tout le reste plus tard. » Melty semblait encore incertaine, mais les mots de Naofumi lui donnèrent un peu de confiance. Tout en veillant, Naofumi remarqua que Raftalia bougeait sans cesse dans son sommeil. Elle faisait un cauchemar. Se souvenant qu'elle avait l'habitude de faire de mauvais rêves quand elle était plus jeune, il essaya discrètement de la réconforter, se demandant si elle revivait les mêmes souvenirs douloureux. Le lendemain matin, les choses prirent une mauvaise tournure. Reiknaut avait été arrêté par les soldats du roi pour les avoir aidés. Une servante se précipita dans leur chambre, tout de suite, les avertissant avec urgence. Naofumi, les soldats fouillant le manoir, rapidement leur chambre, essayant de rester cachés. Ils coururent silencieusement dans les couloirs, évitant d'être détectés. Fit semblant de ne rien savoir. Dans la cuisine, à ce moment-là, les soldats entra dans la pièce, sur le personnel, droite et exigeant de savoir où était Naofumi. Je vous ordonne de quitter cet endroit immédiatement. Avant que les soldats ne puissent répondre, un homme à l'air sinistre avec un visage balafré entra dans la pièce. Son apparence mit Raftalia en fureur, et elle chercha instinctivement son épée. Naofumi l'arrêta rapidement. « N'agis pas maintenant, cela ne fera qu'empirer les choses », avertit-il. L'homme se présenta comme le seigneur chargé de capturer Naofumi. Il affirma qu'il était là pour assurer la sécurité de Melty. Mais Melty perça ses mensonges. « Tu penses que je croirais quelqu'un d'aussi visqueux que toi ?» dit-elle sèchement. Elle mentit ensuite, disant que Naofumi s'était déjà échappé, et demanda au seigneur de l'escorter jusqu'à la capitale. Espérant gagner les faveurs de la famille royale, le seigneur accepta, et emmena Melty. Une fois les soldats partis, Raftalia voulut charger et secourir Melty immédiatement, mais Naofumi l'arrêta. « Se précipiter ne fera que la mettre en danger », dit-il fermement. À contre-cœur, Raftalia se retint. Naofumi et Raftalia commencèrent alors à appeler Philo, craignant qu'elle n'ait été capturée. Naofumi utilisa une commande, et Philo laissa échapper un cri de douleur, révélant sa position dans le grenier. Ils la trouvèrent au cachet là, l'air ébranlé. Elle expliqua que Melty lui avait dit de rester cachée, alors elle avait attendu toute la journée que quelqu'un la trouve. Philo était impatiente de secourir Melty immédiatement, mais Raftalia l'arrêta. « Si nous nous précipitons sans plan, nous allons empirer les choses, dit-elle. Philo demanda s'ils allaient laisser Melty derrière, mais Naofumi la rassura. « Je promets de la protéger, et je tiens cette promesse, dit-il avec confiance. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils préparaient leur sauvetage, Raftalia s'ouvrit sur ses peurs. Elle admit qu'elle avait peur, parce que les souvenirs de son temps comme esclave la hantaient encore. Naofumi remarqua son hésitation et demanda « Tu veux rester cette fois-ci » Mais Raftalia secoua la tête. « Non, je dois affronter mon passé, dit-elle, sa détermination évidente. Alors qu'ils se préparaient à partir, ils remarquèrent une agitation à l'extérieur. Un groupe de demi-humains attaquait le manoir, essayant de libérer Reiknaut.
Naofumi y vit une diversion parfaite. Profitons de ce chaos pour nous infiltrer, dit-il. Philo se transforma en oiseau, et ils montèrent la montagne jusqu'au manoir. À l'intérieur du manoir, le seigneur interrogeait Reknaut, exigeant de savoir où Naofumi se cachait. Reknaut refusa de répondre, et dit d'un ton moqueur « Vous n'obtiendrez rien de moi ». Cela enragea le seigneur, qui lui donna un coup de poing dans l'estomac. Le seigneur se tourna alors vers Melty, l'accusant de trahir sa famille, en se rangeant du côté de Naofumi, qu'il qualifiait de démon. Pendant ce temps, dehors, des soldats tentaient de bloquer Naofumi et son groupe. Raftalia se battit avec acharnement, tailladant ses ennemis avec son épée. Tandis que Philo les terrassait à coups d'épée de pied, le groupe se fraya un chemin jusqu'aux chambres souterraines. En descendant, Raftalia se figea. Elle reconnut l'endroit où elle avait été emprisonnée. Les souvenirs l'envahirent, mais Naofumi posa une main sur son épaule. « Nous affronterons ça ensemble après avoir sauvé Melty », promit-il. Dans la chambre du seigneur, Melty était acculée. Le seigneur leva son fouet, prêt à la frapper, mais un chevalier fit irruption en criant « Le héros au bouclier est là !» Le seigneur fut pris au dépourvu, et avant qu'il ne puisse réagir, Philo défonça le mur, l'envoyant voler. Raftalia se précipita en renfort, son épée à la main. Melty, soulagée, essaya de faire bonne figure. « Pourquoi êtes-vous revenu me chercher ?» demanda-t-elle. Naofumi répondit simplement « J'ai promis de te protéger, et je tiens mes promesses. » Réalisant à quel point il se souciait d'elle, Melty finit par les remercier. Le seigneur, furieux, saisit à nouveau son fouet et menaça de tous les tuer. Il frappa Raftalia, mais elle ne broncha pas. Elle s'avança vers lui, coupa son fouet en deux et pointa son épée sur lui. Le seigneur tomba à genoux, implorant grâce. « Tu mérites pire que la mort pour tout ce que tu as fait », dit froidement Raftalia. Naofumi intervint, lui rappelant que le tuer ne changera pas le passé. Raftalia hésita, puis abaissa son épée. Mais le seigneur, pensant qu'elle était faible, tenta de l'attaquer à nouveau. Cette fois, Raftalia utilisa son épée invisible pour le poignarder dans la poitrine. Titubant, le seigneur la maudit, traitant l'ennemi humain d'être sans valeur. Il fit un dernier pas, glissa et tomba par la fenêtre, trouvant la mort. Raftalia se blâma pour ce qui s'était passé, mais Naofumi la rassura en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Reknaut les rejoignit, suggérant qu'ils partent immédiatement. Mais Naofumi dit qu'ils avaient une dernière chose à faire. Ils retournèrent dans les cellules où Raftalia avait été emprisonnée. Elle raconta en larmes comment son village avait été détruit et comment elle avait été faite prisonnière. En fouillant les cellules, ils trouvèrent un enfant et le libérèrent. Ils trouvèrent bientôt Kiel, l'un des amis d'enfance de Raftalia. Bien que Kiel ne la reconnut pas au début, il se souvint vite d'elle et la serra fort dans ses bras. Kiel mentionna Rafaelia, et Rafaelia courut vers une autre cellule, où elle trouva les restes de Rafaelia. Le cœur brisé, elle pleura sur le squelette de son ami. Naofumi suggéra d'offrir à Rafaelia une sépulture digne de ce nom. Mais Rafaelia se sentait coupable, pensant qu'elle n'avait pas su la protéger. Kiel et Naofumi la réconfortèrent. « Tu as sauvé tellement de vies », dit Kiel. Naofumi ajouta « Tu as toujours été ma force. Je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici sans toi. » Se sentant plus forte, Rafaelia promit de reconstruire leur village en l'honneur de Rafana. Après avoir quitté le manoir, Naofumi et le groupe virent que les demi-humains se battaient encore pour entrer. Naofumi dit à Raich de ne pas se montrer pour les calmer, mais soudain, le répugnant seigneur réapparut. Ils furent choqués de le voir vivant. Le seigneur rit et commença à lancer un sort. Il se vanta qu'il allait libérer un monstre puissant qui avait été scellé par les héros du passé. Le sol se fissura et un monstre géant ressemblant à un dinosaure en sortit. Le seigneur, pensant qu'il avait gagné, ordonna au monstre d'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse finir, le monstre le piétina, le tuant instantanément. Le dinosaure rugit si fort qu'il envoya un vent énorme qui renversa tout le monde. Puis, il commença à détruire le manoir. Voyant sa force, Naofumi dit à tout le monde qu'il ne pouvait pas le combattre et qu'il devait s'enfuir. Ils se cachèrent derrière un autre bâtiment, espérant que le monstre ne les trouverait pas. Mais quelques instants plus tard, le dinosaure apparut juste devant eux. Melty réalisa que le monstre suivait Philo à cause des restes de dragon qu'elle avait en elle. Le groupe décida qu'il devait l'éloigner de la ville. Philo courut aussi vite qu'elle le pouvait, avec le monstre à ses trousses. Naofumi et les autres suivirent, essayant de suivre le rythme. Pendant qu'ils couraient, Reknaut promit de protéger les esclaves libérés et de les mettre en sécurité. Til, l'ami d'enfance de Raftalia, lui dit qu'il était fier d'elle et promit de rester en sécurité jusqu'à son retour. Raftalia lui donna son bracelet en cadeau, disant que c'était une promesse qu'il se reverrait. Philo conduisit le dinosaure à travers la forêt, fracassant les arbres sur son passage. Finalement, ils quittèrent l'île Lafaruse. Melty confirma que le monstre poursuivait toujours Philo. Naofumi lui dit de continuer à courir, de l'éloigner le plus loin possible. Le groupe courut à travers la forêt, avec le dinosaure détruisant tout sur son passage. Lorsqu'ils atteignirent une zone dégagée, Naofumi dit à tout le monde de se préparer au combat. Le dinosaure sortit en trombe de la forêt, et Naofumi utilisa son bouclier aérien pour le bloquer, mais le monstre brisa le bouclier sans problème. Philo l'attaqua avec un coup de pied puissant, et Melty lança une explosion magique, mais aucune des deux attaques ne fonctionna. Raftalia essaya de taillader le dinosaure avec son épée, mais elle ne laissa aucune marque. Philo demanda à Naofumi de la soutenir. Elle vola haut, utilisant son bouclier comme support, et porta un coup violent, mais le monstre bougea à peine. Il frappa le sol, le faisant craquer et trembler, déséquilibrant tout le monde. Raftalia chargea à travers la destruction,
Mais la queue du dinosaure renversa Naofumi. Naofumi, maintenant face à face avec le monstre, pensa à utiliser son bouclier de rage. Au moment où il allait l'activer, une voix l'arrêta. Melty souligna qu'ils étaient entourés d'un champ magique. Naofumi se sentit piégé et se demanda qui l'avait créé. Puis, un groupe de Philolios sortit en courant de la forêt, encerclant le dinosaure. Naofumi n'avait aucune idée de ce qui se passait. Soudain, un oiseau énorme descendit du ciel et atterrit avec grâce. C'était la reine des Philoliales, Phytoria. Elle dit à tout le monde de reculer et de la laisser s'occuper du monstre. Phytoria dit calmement au dinosaure de partir, mais il l'ignora et chargea. D'un seul coup de pied puissant, elle envoya le dinosaure voler en arrière, choquant tout le monde. Le monstre lança une énorme attaque de flammes, mais Phytoria la bloqua avec un sort. La force des flammes faillit renverser le groupe, mais Phytoria ne se laissa pas impressionner. Elle décida de mettre fin au combat rapidement. En un éclair, elle se précipita en avant et porta un coup final, tuant le dinosaure instantanément. Le combat terminé, elle se tourna vers Naofumi et lui dit qu'elle avait besoin de lui parler. Elle se transforma ensuite en sa forme humaine et se présenta comme Phytoria, la reine de tous les Philolials. Naofumi lui demanda pourquoi elle voulait lui parler. Phytoria suggéra qu'ils aillent mouiller d'abord dans un endroit plus sûr. Naofumi accepta, mais insista pour prendre un morceau du dinosaure pour son bouclier. Phytoria le mit en garde de ne pas le faire, disant que l'utilisation de matériaux de bête renforcerait les pouvoirs de malédiction dans son bouclier. Naofumi l'ignora, disant que ses pouvoirs lui avaient déjà sauvé la vie. Il absorba le morceau de dinosaure dans son bouclier, débloquant une nouvelle compétence instantanément. Le groupe suivit Phytoria jusqu'à une vieille ville en ruine. Elle expliqua que la ville avait appartenu à des héros du passé il y a des siècles, mais qu'elle était maintenant sa maison. Naofumi sentit que c'était un endroit sûr et suggéra qu'il s'y repose. Cette nuit-là, il prépara le dîner pour tout le monde. Mais pendant qu'il mangeait, un groupe de Philolios apparut, implorant de la nourriture. Naofumi soupira et fit plus de soupe pour eux. Après le dîner, Phytoria demanda à parler seule avec Naofumi. Alors qu'ils se promenèrent dans la ville, elle demanda comment le dinosaure avait été libéré. Naofumi expliqua la situation. Phytoria révéla qu'elle était venue parce qu'elle avait senti une nouvelle candidate reine Philoliale à proximité. Elle croyait que la candidate était Philo. Phytoria expliqua que Philo était spéciale parce qu'elle était élevée par un héros. Elle critiqua ensuite les héros actuels, disant qu'ils agissaient comme des imbéciles égoïstes. Naofumi essaya de se défendre, disant que tout le monde le détestait, même s'il n'avait rien fait de mal. Phytoria le coupa, lui disant que les héros devaient cesser de se battre et travailler ensemble pour protéger le monde. Assise sur un toit, Phytoria dit à Naofumi que les vagues se produisaient également dans d'autres pays, pas seulement dans le leur. Naofumi fut choqué d'entendre cela, car personne ne le lui avait jamais dit auparavant. Phytoria expliqua que les héros étaient censés se rendre dans d'autres pays pour combattre les vagues, mais cela ne se produisait plus. Elle admit qu'elle ne se souciait pas beaucoup des humains, mais dit qu'elle défendait le monde à cause de sa loyauté envers le héros qui l'avait élevé. Cependant, elle ne pouvait pas continuer à tout protéger seule. Elle avertit Naofumi que si les héros ne commençaient pas à travailler ensemble, le poids des vagues deviendrait bientôt trop lourd pour quiconque. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la suivante et prenez soin de vous.